Alors que le soudeur approche sa torche du boulon, les gaz dans le tuyau des vents attirent la flamme à l'intérieur du réservoir de carburant. En 1964, Mitsubishi Heavy Industries au Japon a construit Spiros, un pétrolier à vapeur capable de transporter jusqu'à 64 000 tonnes de produits pétroliers. Le 1er octobre 1976, la compagnie Shell dans le Delaware, États-Unis, a affrété le navire pour 3 ans pour transporter du pétrole brut. Le contrat d'affrètement incluait une clause de performance. Elle stipulait que Shell fournirait ou paierait les coûts de carburant pour un voyage et que Spiros recevrait une prime si le navire réalisait des économies de carburant. Cela créait une incitation financière pour Spiros à utiliser moins de fuel de soute, qui est le carburant d'exploitation du navire. Maintenant, quelqu'un à bord de Spiros a installé un tuyau pour siphonner la cargaison de pétrole brut et la transférer dans le fuel. J'ignore qui a installé ce tuyau, mais l'équipage a reçu l'ordre de prélever un peu de pétrole brut de la cargaison pour compléter le fuel de soute. Les pétroliers sont généralement conçus pour séparer physiquement les conduites de pétrole brut et de fuel afin d'éviter toute contamination accidentelle. Le fuel ou le mazout seul ne génère pas assez de vapeur pour un mélange d'air combustible, mais le pétrole brut, oui. Ainsi, des vapeurs explosives provenant du pétrole brut commençant à contaminer le fuel lorsque l'équipage détourne intentionnellement la cargaison de pétrole brut vers les soutes à combustible. Le 1er janvier 1978, Shell a sous-loué Spiros à sa filiale en propriété exclusive, Picton Trading Company, dans le Delaware, avec le même contrat toujours en vigueur. Picton se servait de Spiros pour acheminer du pétrole brut d'Asie du Sud-Est vers la raffinerie Shell à Anacortes, Washington, aux États-Unis. Plus tard cette année-là, Spiros livre 60 200 tonnes de pétrole brut léger de Miri Sarawak en Malaisie à la raffinerie Shell d'Anacortes. Le navire décharge sa cargaison de pétrole brut puis charge 4050 tonnes de fuel marin Shell Bunker C. La classe C fait référence aux caractéristiques du produit pétrolier. Les produits de classe C ont une faible toxicité, mais ils peuvent étouffer ou noyer la faune lors d'une marée noire. Son point d'éclair est supérieur à 66 degrés Celsius. Les liquides inflammables, comme le pétrole brut, ont un point d'éclair inférieur à 38 degrés Celsius. Spiros utilise l'une des 2 conduites de quai pour charger le combustible à bord. Les cuves à combustible étant pleines, environ 1500 tonnes de fuel C sont stockées dans la cuve à cargaison numéro 5 de Spiros. Le carburant de propulsion est généralement stocké dans une cuve distincte de celle de la cargaison pour garantir sécurité et qualité. Le 15 septembre 1978, Spiros se rend au chantier naval de Jurong à Singapour pour réparation et inspection complète. Sur le Spiros, un tuyau de ventilation relie la cuve à combustible arrière-tribord. Il possède un bac de récupération dont le couvercle est manquant et qui doit être réparé. Le bac de récupération sert de réservoir pour toute fuite sur le navire et le tuyau de ventilation est une sortie d'échappement qui empêche la pression de s'accumuler à l'intérieur du réservoir de carburant. Lors du voyage vers Singapour, le fuel de soute C stocké dans la cale numéro 5 bâbord est pompé vers la soute arrière afin de reconstituer le carburant qui a été utilisé. Après avoir fait le plein de fuel, l'équipage nettoie les cales pour préparer l'entrée au chantier naval. Les résidus de nettoyage sont stockés dans la cale centrale numéro 5. À 22h00 le 6 octobre, Spiros arrive à Singapour. Le lendemain, l'équipage rejette environ 370 mètres cubes de résidus et 650 mètres cubes d'eau de lavage, puis il nettoie la cuve à résidus, ce qui prend toute la journée. 2 jours après son arrivée au port, le 8 octobre au matin, un inspecteur de l'autorité portuaire de Singapour monte à bord du Spiros pour vérifier la présence de gaz inflammables et toxiques. Il inspecte toutes les cuves de cargaison, sauf les cuves latérales numéro 2 et numéro 4 qui contiennent le ballast. Il inspecte également la salle des pompes de cargaison et les coffres-dames, qui sont les espaces situés entre les cloisons étanches et les ouvertures des collecteurs sur le pont. Les cuves de combustible de soute sont exemptées d'inspection selon la réglementation de l'autorité portuaire de Singapour, donc l'inspecteur ne vérifie pas le gaz à l'intérieur. À 09h30, l'inspecteur remet un certificat. Les mots en rouge gras signalent que le navire est exempt de vapeur inflammable, informant le pilote que Spiros peut entrer au chantier naval. Cela fait longtemps que j'ai appris la différence entre les gaz inflammables et non inflammables, et j'ai dû faire une recherche.
Inflammable et inflammable sont différents car les gaz inflammables peuvent s'enflammer sans source d'allumage. À 14h12, le pilote monte à bord du navire et le guide jusqu'au chantier naval de Jurong, où il est amarré le long de South Key West, côté tribord. À 15h, le navire est complètement arrêté et raccordé à une source d'alimentation à terre. Dimanche, seule l'inspection et les travaux préliminaires sont autorisés à bord selon le cahier des charges des réparations. Le chef de la sécurité désigne un agent pour superviser un navire à son arrivée. Sauf si c'est un dimanche ou un jour férié, alors il le fait le lendemain. Comme aucun agent n'a été désigné, Lao Kung-sing, l'agent de sécurité du chantier naval de service, prend le relais. L'agent de sécurité doit fournir à Spiros les équipements de sécurité et anti-incendie. Son travail inclut la délimitation des zones de sécurité sur le pont, l'installation de panneaux de sortie, la signalisation autour des réservoirs de fuel et la pose de panneaux sur les trappes des citernes à cargaison. Singh a d'autres responsabilités et termine à 16h15, donc il confie le travail de Spiros à l'officier du deuxième quart, qui a commencé à 14h45. Mais Singh ne suit pas le protocole de relève, donc l'officier du deuxième quart ignore qu'il doit installer la signalisation de sécurité. Spiros n'est pas surveillé. Les zones de sécurité ne sont pas signalées et les trappes Butterworth, qui sont de petites ouvertures de service, ne sont pas couvertes. Le lendemain, lundi 9 octobre, des centaines de dockers et de sous-traitants singapouriens et malaisiens commencent les travaux de réparation sur Spiros. Certains membres de l'équipage du navire montrent aux ouvriers de réparation l'intérieur et les environs de la salle des machines à 3 niveaux, à laquelle les ouvriers et l'équipage accèdent par des échelles. Le réservoir de soute à carburant arrière-tribord est situé à droite de la salle des machines, séparé par une cloison. Des centaines d'ouvriers circulent dans la salle des machines sans aucun panneau de sécurité. L'officier Singh apprend que l'officier du deuxième service n'a pas travaillé sur Spiros la veille. À 16h, Singh monte sur le navire, mais son service finit à 16h15. Il n'a donc le temps que de vérifier la salle des machines. Il ne vérifie ni la liste d'équipements ni la liste de contrôle du matériel de sécurité et d'incendie pour la réparation au chantier naval. Il passe une commande pour les panneaux de sortie de la salle des machines, 2 tuyaux d'incendie, 18 couvercles de trous d'hommes ainsi que des panneaux d'entrée. Mais toutes les fournitures ne sont pas apportées de l'entrepôt au chantier naval parce qu'encore une fois, il est déjà tard dans la journée et il n'y a pas assez d'ouvriers pour aider. Mardi, après 2 jours au chantier, le chef du service sécurité et incendie désigne enfin un agent pour Spiros. En fait, il nomme Lao Singh comme agent de sécurité du navire. Comme c'est le jour de congé de Singh, le chef organise son remplacement par un autre agent de sécurité et d'incendie. Encore une fois, le collègue ne monte pas à bord du Spiro pour effectuer une inspection. Mercredi après-midi, Singh commence son service et apprend qu'il a été nommé agent de sécurité pour le Spiros. L'inspecteur de l'autorité portuaire de Singapour délivre d'autres certificats de non-gazage pour permettre des travaux à chaud dans les citernes du Spiros. Mais il ne fournit pas de certificat de soudage pour la citerne de soute arrière tribord du Spiros. Jeudi à 13h, 34 jours après l'arrivée du Spiros au chantier naval, Lim Hock Ho et 2 ajusteurs soutenant des anneaux hulage sur les trappes des citernes à cargaison du pont avant. L'hulage est l'espace d'air au-dessus du niveau du pétrole brut dans la citerne à cargaison, et les anneaux d'hulage servent de point fixe pour effectuer des mesures de niveau afin de déterminer l'hulage. Le contremaître de Lim arrête leur soudure et les conduit à l'arrière du navire pour leur donner de nouvelles instructions. Le contremaître demande à Lim de réparer le couvercle du bac d'égouttement du tuyau de ventilation du réservoir de soute arrière tribord, puis de remplacer l'escalier d'entrée tribord vers le logement et la salle des pompes à cargaison. Lim suit ses ordres et les 3 ajusteurs rassemblent leur équipement, y compris un chalumeau oxyacéthylénique. Ils vont vers le réservoir de soute à l'arrière tribord, donc à droite du navire. Le bac de récupération est devant la cloison de la cabine, à 3 mètres sous le niveau du pont principal. Il y a déjà une plateforme de travail installée par une autre équipe. Pour fixer le couvercle du bac de récupération, les monteurs doivent retirer 3 écrous sur le bac, puis découper 3 trous dans la nouvelle plaque de couverture. Les 3 écrous se trouvent à gauche, à droite et au centre du bac, et l'écrou central est très proche de la sortie du tuyau d'aération du réservoir de carburant arrière-tribord. Un réservoir qui est régulièrement rempli de pétrole brut volatile et qui est exempté de contrôle pour la présence de gaz inflammables.
Il y a 167 ouvriers qui réparent et nettoient autour des salles des chaudières et des machines du navire. Certains des 32 membres d'équipage de Spiros sont également à bord. Lim et un autre ajusteur montent sur la plateforme d'échafaudage pour commencer à réparer le couvercle du bac de récupération. Comme c'est habituel pour les ouvriers du chantier naval Jirong, Lim utilise le chalumeau pour chauffer les écrous rouillés et les desserrer. Lim maintient la flamme de 25 cm sur l'écrou droit pendant environ 1 minute. Puis l'autre ajusteur le fait sauter au burin. Lim attend que les écrous refroidissent, puis attaque l'écrou central près du tuyau de ventilation découvert. Il place sa torche sur l'écrou central. Lorsque la flamme touche le bord du tuyau de ventilation, les fumées qui s'en échappent s'enflamment. À 14h15 dans les entrailles, faiblement éclairées du navire, alors que la flamme parcourt le tuyau de ventilation, elle enflamme les vapeurs inflammables dans le réservoir de carburant arrière-tribord. Une explosion secoue le navire, rompant la cloison entre le réservoir de carburant et la salle des machines, repoussant celle-ci de 1,2 mètre. La cloison entre la plateforme principale et le second pont s'effondre sous le local de l'électricien. L'explosion projette le couvercle du tuyau d'aération et celui de la trappe du réservoir de soute qui atterrissent à 100 mètres sur le pont du Trade Fortitude dans une autre cale sèche, blessant 2 hommes. Après l'explosion, un feu éclair se propage du côté bâbord à travers la salle des machines et les chaufferies, puis remonte les escaliers menant à la porte de la salle des machines et au logement. La température atteint jusqu'à 3000 degrés Celsius. C'est rapide mais violent, tuant les hommes et enflammant les matériaux combustibles. Les vêtements des hommes restent intacts, mais la chaleur extrême fait peler leur peau, aidant les enquêteurs à estimer la température et la durée de la flamme éclair. Assez chaud pour leur faire peler la peau, mais pas assez chaud ni assez longtemps pour brûler leurs vêtements. La cloison détruite laisse le pétrole et les flammes s'échapper du réservoir vers le 3e niveau du pont et la salle des machines. Le pétrole en feu dégage une épaisse fumée noire et l'huile collante imprègne les ouvriers et l'équipage dans la salle des machines. Des hommes à bord du navire sont grièvement brûlés. 2 s'asphyxient et se noient à cause du liquide noir qui s'écoule. L'explosion plonge la salle des machines dans l'obscurité totale, et les ouvriers peinent à trouver la sortie. Ils essaient de trouver la sortie à tâtons tout en s'étouffant dans l'épaisse fumée. Mais les issues de secours de la salle des machines sont conçues pour permettre à seulement 3 ou 4 membres de l'équipage de s'échapper rapidement. Des fumées toxiques et du monoxyde de carbone envahissent le navire. Les ouvriers bloqués à l'arrière bâbord du navire, loin de l'explosion, inhalent les fumées et meurent asphyxiés. La fumée épaisse et les flammes empêchent les ouvriers du quai de monter à bord pour sauver leurs collègues. Peu après l'explosion, police, armée et services médicaux sont alertés. 8 camions de pompiers et des remorqueurs anti-incendie sont envoyés sur place. Les hôpitaux sont mis en alerte pour recevoir les blessés, mais le personnel médical pense qu'il ne s'agit que d'une situation d'urgence habituelle. Les sauveteurs éteignent rapidement l'incendie, puis vont vers la salle des machines et la chaufferie pour chercher les ouvriers disparus. Ils sont ralentis par une inondation d'huile et d'eau dans la chaufferie. Les ouvriers blessés sont extraits des flammes et de la fumée, puis chargés dans des ambulances, des camions et à peu près tous les véhicules disponibles. L'unité de déminage de l'armée ainsi que la section spéciale d'enquête et l'unité de la scène de crime du département d'enquête criminelle arrivent sur les lieux pour enquêter sur l'explosion. Les victimes sont d'ailleurs conduites à l'hôpital Alexandra et à l'hôpital général de Singapour. La plupart sont dans un état critique, gravement brûlés et couverts d'huile sur le corps et le visage. 4 pompiers sont admis à l'hôpital après avoir inhalé des gaz toxiques. Le personnel médical réalise l'urgence de la situation et est vite débordé. De nombreux membres du personnel médical donnent de leur temps et font des heures supplémentaires pour soigner les blessés. La population afflue en nombre record à l'hôpital général de Singapour pour donner son sang aux blessés de la catastrophe. Lors du procès qui s'ensuit, le soudeur Lim Hock-ho est condamné pour avoir causé la mort de 76 personnes et il reçoit une peine de 6 mois de prison pour chaque décès, soit un total de 38 ans. Lim fait appel de sa condamnation devant la haute cour et le juge en chef annule la condamnation parce que Lim suivait les instructions de son patron et que l'agent de sécurité n'avait pas fait son travail. Lors d'une audience séparée, le chantier naval de Jurong a écopé d'une amende de $9000 et le responsable des réparations de $4500. 70 hommes et 6 femmes sont morts dans l'accident.
52 des 167 ouvriers et membres d'équipage du Spiros sont morts sur le coup ou en route à l'hôpital, et 24 autres sont décédés plus tard de leurs blessures. Mais ce qui me paraît le plus fou, c'est que les registres comptables montrent que Spiros a reçu une prime de juste en dessous de 7 900 $ pour son utilisation efficace du fioul de soute lors des voyages effectués entre janvier et octobre 1978. Les vapeurs explosives dans la soute provenant du transfert de pétrole brut afin que la compagnie puisse gagner 1 000 $ de plus par mois.